Alors, on va pouvoir démarrer ce webinaire, donc Cœur de femme. Donc, moi, je m'appelle Élodie Brenne, je suis chargée de prévention, du coup, à la Mutualité française Bretagne. Je suis ravie vraiment de vous accueillir, en plus en nombre. Pour l'instant, il y a 236 personnes, donc c'est super, pour ce webinaire intitulé Cœur de femme. Donc, on va être ensemble environ pour 1 heure. Ce webinaire, il sera enregistré pour que vous puissiez le revoir aussi en replay. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va aborder avec le docteur Paillard, c'est les maladies cardiovasculaires. Donc, comment elles se développent, comment est-ce qu'elles surviennent. On parlera plus précisément de l'AVC et de la crise cardiaque, ainsi que les symptômes qui peuvent être associés. Nous ferons également un focus sur les spécificités des femmes. Je pense que c'est surtout ça qui vous intéresse. Donc, notamment les symptômes et les périodes de vulnérabilité. Nous évoquerons aussi les facteurs de risque, mais aussi les moyens de prévention. Donc, on vous proposera au cours de ce webinaire quelques quiz, donc avec différentes questions. Donc, celles-ci, elles s'afficheront en temps et en heure sur vos écrans. Vous n'aurez plus qu'à cliquer et valider pour sélectionner vos réponses. Dans un second temps, on vous proposera un temps de questions-réponses, donc environ 15 minutes à l'issue de ce webinaire. Vous pourrez aussi répondre à un questionnaire de satisfaction qui s'affichera automatiquement. Donc, je vous remercie par avance de vos réponses et de vos retours. À tout moment, lors du webinaire, vous pourrez poser des questions. Donc, pour ça, ce n'est pas compliqué. Vous allez vers le bas, il y a une barre questions-réponses. Donc, ici, vous pourrez mettre vos questions, vos remarques, tout ce qu'il faut. Je me ferai porte-parole de ces questions à l'issue du premier temps. Donc, je tiens à remercier le docteur François Paillard et Fabienne Collat pour leur intervention lors de ce webinaire. Et pour démarrer, je laisse la parole à Fabienne Collat, qui est la présidente de la Mutualité française Bretagne et qui va introduire ce webinaire. Merci Élodie et bonjour à toutes et à tous parce que je crois qu'Élodie m'a dit qu'il y avait également des hommes, c'est pas du tout, même si ça concerne la santé des femmes, pas du tout interdit aux hommes. Alors moi je suis très heureuse d'introduire ce webinaire, j'aime bien le sujet de ce webinaire et j'aime bien le programme qui accompagne ce webinaire puisqu'on a également développé un programme avec des ateliers en présentiel. Je pourrais presque dire que j'ai un coup de cœur pour le sujet. Donc, j'espère que, docteur Paillard, que ce n'est pas grave pour ma santé. Plusieurs raisons à ce coup de cœur. Alors, à la mutualité, on se mobilise pour l'accès à la santé de toutes et tous et on lutte contre les inégalités sociales, mais aussi territoriales de santé. 2, à la mutualité, nous défendons l'égalité femmes-hommes. Donc, moi-même, j'adhère au sein du réseau des femmes en mutualité qui s'appelle Mutel. 3, à la mutualité, nous misons sur la prévention, l'information, l'éducation à la santé. Et puis, 4e point, à la mutualité, nous aimons travailler en partenariat, en réseau, avec tous les acteurs, les professionnels de santé. Et donc, Cœur de femme, il coche toutes les cases. Voilà. Pour ce qui est des inégalités sociales et territoriales, je ne vais pas vous donner plein de chiffres, mais c'est vrai qu'on n'est pas égaux en matière de santé. Le niveau de vie influe sur notre santé. Et donc, il y a des études qui montrent qu'on observe une augmentation des hospitalisations et de la mortalité pour certaines maladies cardio-neurovasculaires lorsque le niveau socio-économique des patients diminue. Ça, c'est une source de Santé publique France. Concernant la mortalité cardiovasculaire, on a également des inégalités selon les régions. Et évidemment, la région Bretagne, on est plutôt bien touché avec le Nord-Pas-de-Calais. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a 3 ans, on avait participé à une campagne de communication lancée par l'ARS de Bretagne, l'Agence régionale de santé, et également la Fédération française de cardiologie que le docteur Paillard représente. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu ces affiches-là, elles étaient un petit peu placardées partout, également dans les cabinets des médecins. Le titre, c'était « Bretagne, son littoral, ses infarctus ». Et son sous-titre, c'était « Appelez le 15, du temps gagné, c'est du cœur sauvé ». Donc, voilà un petit mot sur les inégalités territoriales et sociales. Sur le sujet de l'égalité femmes-hommes, on peut dire aussi qu'on a des inégalités de santé qui s'observent selon le sexe. Et pour ce qui est des maladies cardiovasculaires, en fait, le problème, c'est qu'elles sont moins bien détectées chez les femmes.
d'où notre idée de programme de prévention cœur de femme. Et donc, le diagnostic, souvent, il est plus tardif que chez les hommes. Et il y a quelques années, il y avait une étude réalisée en Suisse qui montrait que lorsqu'une femme se plaignait d'oppression à la poitrine, elle se voyait prescrire davantage des anxiolytiques, alors que un homme se plaignant de la même chose, lui, était envoyé directement chez un cardiologue. Voilà. Et par contre, on voyait des choses un peu inverses pour ce qui était de la dépression. Un homme se plaignant de dépression était moins bien détecté. Et donc, en fait, on se rend compte qu'on a affaire à des représentations sociales qui influencent, l'expression des symptômes, le recours aux soins par les femmes, mais aussi l'interprétation des signes cliniques et la prise en charge par les soignants. Donc, on aurait pu proposer ce webinaire, Élodie, le 8 mars, pour la journée des droits des femmes. Ça aurait été un bon sujet pour parler de santé des femmes. Un dernier petit mot concernant la prévention, qui est vraiment un métier cœur à la mutualité que Élodie représente. Je ne vais pas vous faire part, je ne suis pas la plus calée, le docteur Paillard va vous exposer un peu les préconisations pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Moi, j'ai envie de faire un peu de pub pour un autre de nos programmes qui s'appelle Ma fourchette chance d'assiette et qui donc concerne l'alimentation saine et durable. Je suis sûre que ça fait partie des facteurs de protection avec l'activité physique. Et moi, je rajouterais bien un facteur de protection qui est la gestion des émotions ou la prévention des ruptures amoureuses. Alors ça, c'est peut-être plus compliqué à prévenir. Et je me dis que la fête de la Saint-Valentin est passée, mais on aurait pu aussi organiser ce webinaire le 14 février dernier parce que les chagrins d'amour auraient en effet des répercussions bien réelles sur notre cœur. Ils endommageraient même le muscle cardiaque sur le long terme. Donc peut-être, docteur Paillard, que vous nous parlerez aussi du syndrome du cœur brisé et des moyens de l'éviter. Voilà, donc ça, c'était un petit clin d'œil humoristique sur la fin. Un grand merci à vous, docteur Paillard, pour votre présence à nos côtés. Merci, Élodie, pour ce beau sujet. Et puis, merci à vous d'être si nombreuses, si nombreux derrière votre écran. Donc, je vous souhaite un bon webinaire, une bonne soirée. Et puis, prenez soin de vous, mesdames et messieurs également. Bonne soirée. À moi désormais? C'est ça, allez-y. Voilà, donc écoutez, merci beaucoup Madame Collat et merci Madame Bren d'avoir organisé ce séminaire et je félicite la mutualité de son engagement pour la prévention des maladies cardiovasculaires, car comme on va le voir effectivement, les maladies cardiovasculaires sont tout à fait accessibles à la prévention. Excusez-moi, parce que… Voilà. Ça sonne dans tous les coins. Excusez-moi. Donc, les maladies cardiovasculaires sont tout à fait accessibles à la prévention et effectivement, c'est relativement tôt dans la vie qu'il faut se préoccuper de ces mesures de prévention dont on va parler dans un instant. Donc, je vais peut-être partager mon écran. Élodie, c'est peut-être le mieux? Oui, tout à fait, allez-y. Alors, le partage, voilà. Vous allez me dire si vous voyez bien les choses. Est-ce que ça apparaît? Oui, c'est nickel. Voilà. Donc, je représente effectivement la Fédération française de cardiologie, dont je suis le vice-président au niveau national et le président en Bretagne. Et puis, je suis par ailleurs cardiologue et en charge au CHU de Rennes du domaine de la prévention des maladies cardiovasculaires. Alors, on va voir dans un premier temps, effectivement, je vais voir si ça passe. Voilà, comment surviennent les accidents cardiovasculaires. Ça, évidemment, comment surviennent, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, le mécanisme est le même si les facteurs de risque sont un petit peu différents, on le verra dans un deuxième temps. Et les maladies cardiovasculaires dont on va parler principalement, ce sont les maladies qui proviennent en fait de l'encrassement des artères, ce qu'en termes scientifiques, on appelle l'athérosclérose. C'est un phénomène qui produit des dépôts dans les artères, qui sont au départ principalement des dépôts de cholestérol, et puis il y a d'autres remaniements de l'artère, et cela aboutit, dans un certain nombre d'artères, à ce que l'artère se rétrécisse et éventuellement se bouche de façon définitive, et à ce moment-là, va survenir un accident qui, au niveau cardiaque,
est un infarctus du myocarde parce que l'artère qui irrigue le cœur s'est bouchée, mais ça peut être aussi, au niveau du cerveau, un accident vasculaire cérébral parce qu'une artère qui irrigue telle ou telle partie du cerveau s'est également bouchée. Le mécanisme est un peu similaire. Il y a des petites particularités, mais le mécanisme est globalement relativement similaire. Docteur Payard, est-ce que vous pouvez juste mettre du coup le diapo en mode diaporama? Ah oui, bien sûr. S'il vous plaît. Merci Voilà. beaucoup. Voilà, donc vous voyez à Voilà, super. l'écran, sur la partie droite, une artère qui s'est encrassée. Au milieu, une zone du cœur qui souffre, c'est la zone qui correspond à cette artère qui s'est bouchée. Et donc, ça crée l'infarctus du myocarde. Et puis, on vous a montré, alors là, l'image est un homme, je m'excuse, mais les femmes peuvent avoir exactement les mêmes symptômes, plus quelques particularités. Et classiquement, l'infarctus du myocarde se traduit comme un serrement dans la poitrine qui est vécu comme une douleur très intense. Et c'est le signe principal. Il y a d'autres signes sur lesquels on reviendra. Et puis évidemment, au niveau vasculaire cérébral, c'est d'autres signes. J'y reviendrai dans un instant. Alors, comment est-ce que ça se développe? Eh bien, vous avez sur la partie droite de la diapositive une artère saine, où le courant circulant circule librement. Et puis, à l'extrême droite, vous avez une artère encrassée, entre guillemets, avec ce phénomène d'athérosclérose, donc ces dépôts qui viennent encrasser la paroi et qui viennent finalement rétrécir l'artère. Ça peut provoquer déjà des symptômes. Et au pire, si l'artère se bouche, ça créera l'accident, comme je vous l'ai expliqué, l'infarctus ou l'accident vasculaire cérébral. Et donc, on peut avoir à partir de ce même processus ce qui est montré sur la partie gauche de la diapositive, c'est-à-dire au niveau du cerveau, un accident vasculaire cérébral, au niveau du cœur, soit de l'angine de poitrine, ce qui veut dire en fait que l'artère est rétrécie simplement, soit l'infarctus du myocarde quand l'artère s'est complètement bouchée. Et puis en bas, vous avez également au niveau des membres inférieurs ce qu'on appelle l'artérite des membres inférieurs, qui est un peu la même maladie, mais cette fois au niveau des artères qui sont destinées aux jambes et qui peuvent se traduire par des douleurs à la marche, puisque évidemment tout ça se manifeste surtout quand on a besoin de plus de sang, plus d'oxygène, et donc si les artères sont rétrécies, ça ne va pas le faire et il va y avoir un symptôme. Donc, la majorité de ces maladies cardiovasculaires, il y en a d'autres, bien sûr, sur lesquelles on pourra rediscuter dans les questions si vous le souhaitez, mais la grande majorité des maladies dont on parle, ce sont ces maladies par athérosclérose. Vous avez sur la partie gauche, de haut en bas, une artère saine dans laquelle le sang circule librement, une artère encrassée par l'athérosclérose, avec ses dépôts principalement de cholestérol en jaune. Donc l'artère est rétrécie. Dans certaines circonstances, on peut avoir des symptômes liés à ce rétrécissement. Et dans le pire des cas, en bas, l'artère s'est bouchée. Il y a donc un caillot qui a bouché l'artère. Et donc, évidemment, en aval, le muscle qui en dépend, donc notamment le muscle cardiaque, n'est plus irrigué. Et là, ça crée un problème plus important, en l'occurrence au niveau du cœur, l'infarctus du myocarde. Alors, les symptômes d'alerte, quels sont-ils? Eh bien, ils vont dépendre bien sûr de l'organe qui est considéré qui est impliqué par ces problèmes artériels. Donc, au niveau du myocarde, donc du cœur, c'est l'infarctus du myocarde. Alors, classiquement, c'est décrit comme une douleur thoracique qui se serre en barre et qui va durer au moins 10 minutes. Parfois, ça peut irradier vers les mâchoires ou vers les poignets. Parfois, ça peut se traduire plutôt comme un essoufflement brusque, et ça, c'est plus fréquent chez la femme. Donc la femme peut aussi avoir la douleur thoracique, c'est même le signe le plus fréquent, mais il y a parfois, les mêmes problèmes peuvent se manifester comme un essoufflement brutal, alors qu'il n'y a pas eu vraiment de douleur. Et là, ça doit alerter, surtout si c'est brusque et inhabituel. Et puis plus rarement, on peut avoir des nausées ou des vomissements, ça c'est surtout quand l'infarctus touche la partie inférieure du cœur, celle qui repose sur le diaphragme, et donc ça va irriter un petit peu le tube digestif et on peut avoir des signes de type digestif. En dessous, vous avez l'artériopathie des membres inférieurs. Donc l'artériopathie des membres inférieurs, ça se manifeste généralement comme une douleur d'un mollet ou d'une cuisse, ça dépend à quel niveau l'artère est bouchée, et donc qui va survenir toujours à la marche ou à l'effort, au début en tout cas. Donc c'est quand on a besoin que les muscles travaillent davantage que justement ce rétrécissement va se manifester. Et au contraire, quand le sujet arrête l'effort, eh bien la douleur disparaît parce que à ce moment-là, le flux suffit
pour le repos, mais pas pour l'effort. Et puis enfin, au niveau vasculaire cérébral, alors les signes de l'accident vasculaire cérébraux, ce n'est pas douloureux en général. En général, c'est un déficit d'une des fonctions du cerveau. Alors parmi les déficits possibles, ça dépend évidemment dans quelle région du cerveau ça se manifeste, on peut avoir une paralysie du visage, on appelle ça souvent une paralysie faciale, donc la bouche est déformée, la lèvre est tombante d'un côté. Si au contraire, c'est un segment du cerveau qui implique le fonctionnement du bras, eh bien, on va avoir une perte de force ou un engourdissement ou une paralysie du membre supérieur ou du membre inférieur, si jamais c'est le membre inférieur qui est concerné. Il peut y avoir un trouble de la parole, donc le sujet ne réussit plus à articuler de façon compréhensible des mots, où il parle, il jargonne, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui sont incompréhensibles. Tout ça, il faut que ça dure un certain temps, c'est-à-dire, comme pour l'infarctus, au moins 10 ou 15 minutes, parce qu'il nous est tous arrivé de ne pas trouver ces mots pendant quelques secondes, ça, c'est pas grave. Mais si ça dure 10 ou 15 minutes ou plus, là, effectivement, l'entourage doit s'inquiéter. Ça peut aussi se manifester comme une perte brutale d'équilibre, c'est-à-dire que tout d'un coup, ça vacille, un peu comme si on était ivre alors qu'évidemment, on n'a pas bu. Ça aussi, ça peut être un signe d'AVC. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres étiologies, mais c'est une possibilité. Et puis, plus rarement, on peut avoir un mal de tête très brutal. C'est plus rare parce que c'est en général, ça traduit davantage des saignements dans la tête, alors que la majorité des accidents vasculaires cérébraux sont au contraire des artères qui se bouchent, et à ce moment-là, ça ne fait pas mal. Et puis enfin, des problèmes de vision, même temporaires, c'est-à-dire on perd la vue d'un œil, ou bien on voit double pendant là aussi plus de 10 ou 15 minutes. Ça doit également inquiéter un petit peu la personne ou son entourage, si on a le temps d'en parler avec son entourage. Donc voilà les symptômes principaux de ces maladies liées à l'athérosclérose, et tous ces symptômes, surtout l'infarctus et l'accident vasculaire cérébral, doivent justement nécessiter, Madame Collat faisait allusion à la campagne qui avait eu lieu, pour appeler le 15 si jamais l'un ou l'autre de ces problèmes surviennent et durent plus de 10 ou 15 minutes parce que c'est suspect. Et donc ensuite, la régulation du 15 fera la part des choses pour savoir s'il y a lieu de s'inquiéter et donc d'envoyer les secours rapidement ou pas. L'artériopathie des membres inférieurs, c'est moins urgent parce que c'est une artère qui est rétrécie. On a le temps de faire les examens nécessaires. Ce n'est pas le même degré d'urgence. Alors, Madame Collat faisait également allusion à des inégalités géographiques. Donc, effectivement, en Europe sur la gauche et en France sur la droite, vous voyez les zones de répartition et la fréquence de répartition de ces maladies cardiovasculaires. Alors, en Europe, très brièvement, vous voyez qu'elles sont beaucoup plus prévalentes, ce qui est en rouge, dans la partie est de l'Europe et dans le nord, à un degré moindre. Et elles sont au contraire moins fréquentes quand on va plutôt dans les régions sud de l'Europe et le pourtour méditerranéen. En France, c'est à peu près la même chose, ça s'inscrit un petit peu dans ce gradient général. Vous avez plus de maladies cardiovasculaires dans le nord, dans l'est, donc en Alsace-Lorraine, et dans l'ouest au niveau de la Bretagne et de la Normandie, et vous en avez au contraire moins dans les régions du sud de la France. Et là aussi, évidemment, ça peut évoquer des facteurs liés à l'environnement. L'alimentation n'est pas la même dans le sud de la France, elle est plus riche en fruits et légumes, avec des huiles plutôt végétales. Et au contraire, dans le nord de la France, on va avoir moins accès souvent aux fruits et légumes d'une façon générale au niveau de la population. Et puis, les graisses consommées, notamment pour l'alimentation ou la cuisson, sont des graisses moins favorables, davantage de beurre, de crème, qui vont être un peu moins favorables sur le plan cardiovasculaire. La répartition entre les hommes et les femmes, j'y reviendrai tout à l'heure, les maladies cardiovasculaires, ça reste malgré tout une maladie des hommes jusqu'à 60-65 ans. Jusqu'à 60-65 ans, c'est 4 hommes qui sont touchés pour une seule femme. Ça explique effectivement que les médecins, quelquefois, négligent les symptômes chez la femme, ce qui est un tort, bien sûr. Mais en quantité, il y a plus d'accidents cardiovasculaires chez les hommes jusqu'à 65 ans que chez les femmes. Et vous le voyez bien, en bleu, ce sont les hommes, en rouge, ce sont les femmes. La quantité n'est pas la même, bien entendu, avec une petite particularité que j'ai encadrée en bas en rouge, c'est que chez les femmes de moins de 65 ans, c'est une des catégories sociales où on a vu au contraire une augmentation des accidents cardiovasculaires et notamment des infarctus, alors que la tendance générale depuis 20 ans
était plutôt à la baisse générale dans la population grâce aux mesures de prévention. Donc, il y a effectivement un problème qui se pose pour les femmes jeunes, lié probablement au changement de mode de vie depuis 20 ou 30 ans, avec une exposition aux facteurs de risque qui est plus importante chez les femmes d'aujourd'hui, y compris les femmes jeunes, alors que leur mère, si l'on veut, était peut-être moins exposée à ces facteurs de risque. Quels sont ces facteurs de risque? Alors, vous les avez du ici. coup, faire un petit sondage par rapport à ça. Allez-y, je vous en prie. Alors, du coup, au niveau facteur de risque, vous allez voir, là, je vais vous proposer un petit quiz. Donc, vous pouvez répondre directement. Donc, la question, c'est, selon vous, sur quel facteur de risque pouvons-nous agir? Donc, il y a différents choix possibles. Donc, il y a l'alimentation, le stress, la sédentarité, l'âge, la pollution, pardon, le tabac et le sexe. Donc, si on est un homme ou une femme. Donc, je suppose que c'est ouvert au vote. C'est ça. Donc là, il y a presque 300 personnes qui sont connectées. Donc là, il y a 73% des gens qui ont participé. On va attendre encore quelques secondes. Et puis comme ça, après, je pourrais partager du coup les résultats. Hop, je vais mettre fin à ce sondage et je vais partager les résultats. Donc du coup, il y a 98% des personnes qui ont mis l'alimentation, 74% le stress, 91% la sédentarité, 7% l'âge, 32% la pollution, 70% le tabac et 6% le sexe. Comme ça va nous permettre d'introduire du coup la diapo suivante. Très bien. Effectivement, je pense que vous êtes bien informés. Donc, voilà les facteurs de risque principaux. Je vous les ai schématisés en 3 catégories. Sur la gauche, vous avez les facteurs de risque que l'on appelle non modifiables, parce qu'on ne peut pas vraiment agir dessus, avec quelques nuances près, mais globalement, on ne va pas tellement les modifier. Au centre, vous avez les facteurs qu'on peut mesurer sur le plan biologique, donc qui sont des variables biologiques. Et sur la droite, vous avez ce qui est vraiment lié au mode de vie, qui est parfois moins facile à mesurer, mais qui sont effectivement de réels facteurs de risque. Alors, les facteurs non modifiables, c'est l'âge. À mesure qu'on avance en âge, évidemment, les artères vieillissent également, et donc elles sont plus susceptibles de développer des phénomènes un peu dégénératifs comme l'athérosclérose. Effectivement, je l'ai déjà dit, le sexe masculin jusqu'à 65 ans tout au moins est plus exposé que le sexe féminin. Là aussi, c'est guère modifiable. La génétique également, c'est un facteur qui n'est pas tellement modifiable, mais quand même qui doit servir d'alerte. C'est-à-dire qu'effectivement, si dans sa famille, on a beaucoup de gens qui font des accidents cardiovasculaires précoces, je parle avant 60 ans, parce qu'évidemment, si la grand-mère a fait un infarctus à 95 ans, ça n'a pas tellement de valeur, ça peut être lié à l'âge tout simplement. Mais si votre père a fait un infarctus à 50 ans, ça a de la valeur parce que ça veut dire qu'il y a peut-être une prédisposition génétique dans la famille. Donc, plutôt que de dire on n'y peut rien, la génétique, c'est la catastrophe, j'ai pas de chance, au contraire, ça doit servir comme élément d'orientation pour regarder s'il n'y a pas un autre des facteurs, cette fois modifiable, sur lequel on peut agir. Parce que très souvent, ces infarctus précoces ou ces accidents vasculaires cérébraux précoces sont en fait en relation avec un facteur de risque bien présent et mesurable qu'on peut modifier, comme l'excès de cholestérol, comme l'excès de pression artérielle, donc l'hypertension, ou bien des facteurs liés au mode de vie. Donc la génétique, effectivement, dans une certaine mesure, on n'y peut pas grand-chose. En réalité, ça doit servir de signal d'alerte pour être davantage dépisté. Alors les facteurs biologiques mesurables, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est l'excès de cholestérol circulant, puisque l'athérosclérose, c'est avant tout des dépôts de cholestérol. C'est le diabète qui va abîmer un petit peu l'artère et la rendre un petit peu plus perméable à ces problèmes. C'est l'excès de pression artérielle. Plus la pression qui règne dans les artères est importante, plus les artères sont là aussi susceptibles de développer des complications. Et c'est l'excès de poids qui favorise un petit peu tous les autres. Donc l'excès de poids et surtout l'obésité va favoriser l'excès de cholestérol, d'hypertension et de diabète.
Et le mode de vie que j'ai mis sur la droite, c'est effectivement l'alimentation non saine. Alors, j'ai vu que la mutualité faisait effectivement des formations tout à fait justifiées sur l'alimentation saine, qui est effectivement extrêmement protectrice, j'y reviendrai, sur le plan cardiovasculaire. On retrouve également la sédentarité, alors qu'à l'inverse, l'activité physique régulière est protectrice. Bien sûr, l'exposition au tabac, que l'on peut effectivement modifier. Ce n'est pas toujours facile de se sevrer, mais c'est un facteur de risque tout à fait modifiable. La pollution atmosphérique, alors effectivement, on a de plus en plus d'arguments qui montrent que la pollution atmosphérique, notamment aux particules fines, c'est-à-dire celles qui sont ici, par exemple, des moteurs automobiles, augmente le risque cardiovasculaire. C'est moins facilement modifiable, ça c'est plus un problème sociétal. Et puis, il a été également fait allusion aux facteurs psychosociaux. De fait, certains facteurs psychologiques, comme le fait d'avoir une tendance dépressive, ou certains facteurs sociologiques, comme le fait d'avoir des difficultés financières ou d'être isolé socialement, ce sont des facteurs qui sont reconnus désormais comme des facteurs de risque cardiovasculaire, là aussi parfois moins faciles à modifier. Alors, voilà. Donc, cette diapositive, je ne vais pas la détailler en totalité, mais effectivement, ce qui est important, c'est ce qui est encadré. Un mode de vie sain réduit le risque d'infarctus de 80%. Alors là, en l'occurrence, c'est une étude suédoise qui a porté sur 11 ans, mais globalement, on sait que si jamais, dans toute la population, on adoptait des modes de vie sains, c'est-à-dire une alimentation saine, j'y reviendrai sur ces caractéristiques, le fait de ne pas fumer, le fait d'avoir un exercice régulier, tous ces éléments réunis permettraient d'éviter, en théorie, 80% des infarctus prématurés. On n'éviterait pas ceux qui surviennent à 90 ans, bien entendu, ou les accidents vasculaires cérébraux qui surviennent au même âge, mais on éviterait très probablement un grand nombre d'accidents précoces, ceux qui surviennent de façon indue vers 50, 55 ou 60 ans. Et comme vous le voyez, ça se répartit à peu près à part égale entre les facteurs protecteurs liés à l'alimentation, les facteurs protecteurs liés à l'absence de tabac, c'est même ce qui ressort le plus, donc les sujets fumeurs sont évidemment beaucoup plus à risque de faire des problèmes précoces, et celui de faire de l'exercice régulièrement. Aucun tout seul ne suffit, mais quand ils sont tous associés, on a une réduction très importante du risque. Un petit mot maintenant sur les principaux facteurs de risque. Alors l'hypertension artérielle, il faut savoir que c'est un problème qui survient beaucoup avec l'âge. On peut avoir de l'hypertension quand on est jeune, mais c'est un phénomène rare. Vous voyez qu'en violet, à 35-40 ans, il y a 5% de la population qui est hypertendue. Donc là, c'est vraiment rare. Et puis par contre, plus on avance en âge, plus les artères deviennent moins souples. Et le fait que les artères deviennent moins souples, elles se détendent moins bien et la pression artérielle monte à l'intérieur de ces artères. Ce qui fait qu'à 55 ans, il y a à peu près 33% de la population qui est hypertendue. À 70 ans, il y a 40% de la population qui est hypertendue. Et au-delà de 74 ans, il y a 50% de la population qui est hypertendue. C'est effectivement quelque chose qui apparaît avec l'âge. Pour autant, ça n'est pas souhaitable. Donc, si on diagnostique une hypertension artérielle à 75 ans, il faut la traiter parce qu'on sait que le fait de la traiter va réduire le risque de faire des pépins cardiovasculaires, en particulier les problèmes vasculaires cérébraux. Donc, le risque d'accidents vasculaires cérébraux, voire même de démence, va être diminué par le traitement antihypertenseur. Alors, tout le monde n'est pas exposé de la même façon à l'hypertension. Vous avez dans l'encadré à droite les facteurs qui favorisent l'hypertension, c'est l'âge, on en a parlé, l'hérédité, là aussi, quand dans sa famille, on a des sujets hypertendus, mais c'est également l'excès de poids, une alimentation trop riche en sel et au contraire trop pauvre en potassium et calcium. Le potassium, on le trouve dans les fruits et légumes, le calcium dans les produits laitiers. Donc, on peut agir par l'alimentation aussi pour réduire le risque d'hypertension. Et puis enfin, la sédentarité favorise l'hypertension et l'excès d'alcool également. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des possibilités, même si on est prédisposé sur le plan familial à l'hypertension, on peut le réduire dans une certaine mesure en jouant sur ces facteurs. Le cholestérol. Alors je vais poser du coup la petite question. Je vous en prie. Hop. Je lance cette question-là. Donc, parmi ces lipides, donc les lipides, c'est les graisses du sang, quel est celui le plus à risque pour les artères? Donc, en premier choix, c'est le HDL, le deuxième choix, le LDL,
Ou le troisième choix, les triglycérides. Et à peu près 70% des gens qui ont participé, ça continue un petit peu à augmenter. On va laisser encore 10-15 secondes. C'est assez serré au niveau des résultats, hein. La réponse va suivre. C'est ça. Hop, je vais mettre fin au sondage. Donc, du coup, il y a 36% des votants qui ont sélectionné le HDL, cholestérol, 49% qui ont choisi le LDL et 40% qui ont sélectionné les triglycérides. Hop. D'accord. Très bien. Eh bien, donc vous avez ici une illustration un petit peu. Le cholestérol, en fait, il circule pas tout seul dans le sang parce qu'il n'est pas soluble dans l'eau et donc dans le plasma. Il faut qu'il soit inclus dans un véhicule qu'on appelle une lipoprotéine, peu importe. Et ces lipoprotéines, il y en a deux principales sortes, et puis les triglycérides sont un peu à part. Les principales sortes sont les particules LDL, qu'on appelle des lipoprotéines de basse densité. Les particules LDL sont celles qui vont amener le cholestérol vers la périphérie pour faire un certain nombre de fonctions intéressantes, et puis d'autres moins intéressantes. Quand il est en excès, il va amener le cholestérol dans la paroi des artères. Donc celui-là, il est plutôt défavorable, c'est ce qu'on appelle vulgairement le mauvais cholestérol. Au contraire, les particules HDL, les lipoprotéines de haute densité, sont des particules qui vont avoir plutôt comme effet de recapter le cholestérol en périphérie, notamment éventuellement dans les artères. Donc, dans une certaine mesure, quand il est élevé, il est plutôt protecteur. Donc lui, c'est plutôt ce qu'on appelle le bon cholestérol. C'est quelquefois un peu abusif, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, c'est un peu ça. C'est surtout sur une analyse du cholestérol que vous pouvez avoir, c'est le niveau de LDL cholestérol qui est le plus important à considérer. C'est celui-là qui est le plus à risque de dépôt dans les artères. Le HDL, au contraire, s'il est un peu haut, ce n'est pas très grave. Et les triglycérides, c'est une autre variété. Ce n'est pas du cholestérol, donc, mais ça se promène dans le courant circulant en même temps que le cholestérol. Et lui, les triglycérides sont moins à risque sur le plan cardiovasculaire. Il y a un petit peu de risque quand même. Ce n'est pas non plus un très bon ami, mais il y a moins de risque. Et par contre, il est souvent très associé, le niveau de triglycérides, au niveau de poids, c'est-à-dire que les gens qui sont en surpoids ou qui sont diabétiques vont avoir des triglycérides plus élevés. Mais a priori, c'est un élément de risque qui est moindre que le LDL cholestérol. Voilà, grosso modo, les points principaux. Le diabète. Alors, le diabète, vous savez que c'est l'excès de sucre dans le sang. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est lié au fait qu'on mange plus sucré, un peu, mais pas vraiment. C'est surtout lié chez les adultes à l'excès de poids. L'excès de poids, l'obésité, la sédentarité vont favoriser la survenue de diabète parce que le sucre est moins bien utilisé. Ce n'est pas forcément qu'on en mange mieux, qu'on en mange plus, mais il n'est pas bien utilisé lorsqu'on est en surpoids ou sédentaire. Et au contraire, lorsqu'on a un poids normal ou qu'on fait beaucoup d'exercice physique, eh bien, on va davantage utiliser ce sucre et risquer moins de devenir diabétique. Quand on devient diabétique, ça se traduit effectivement par un taux de sucre dans le sang qui est trop élevé. Vous avez la définition qui est là, c'est-à-dire le taux de sucre, c'est la glycémie, qui est à plus de 1,26 g chez un sujet à jeun. La normale, c'est 1 g. Quand on est à plus de 1,26 g, on est défini comme diabétique. Alors, sur le long terme, il va y avoir des complications spécifiques au diabète, mais ça va aussi augmenter le risque d'événements cardiovasculaires. Et vous voyez ici en rouge les sujets diabétiques par rapport en bleu les sujets non diabétiques. Eh bien, à tous les âges de la vie, les sujets diabétiques ont à peu près 2 fois plus de risques d'avoir des complications cardiovasculaires. Et il n'y a pas simplement des complications cardiovasculaires pour le diabète, mais je sors un peu de mon sujet, il y a aussi des complications au niveau du rein, au niveau des yeux et au niveau des nerfs périphériques.
Mais concentrons-nous aujourd'hui pour les complications cardiovasculaires. Le tabac. Alors, le tabac, c'est effectivement un facteur de risque très important pour ceux qui sont fumeurs, parce que ça va entraîner des complications cardiovasculaires chez des sujets jeunes, ce qui est vraiment des infarctus qu'on va qualifier de indus. On n'aurait pas dû faire un infarctus à 45 ans, c'est vraiment le tabac qui l'a favorisé. Et là, de ce point de vue-là, même un petit fumeur est à risque de complications cardiovasculaires. On va passer le petit sondage du coup sur les risques du tabac. Hop, je lance ça. Donc, le tabac a des effets néfastes sur ma santé cardiovasculaire. Si je fume beaucoup et régulièrement, il n'a pas d'effet lorsque je suis un fumeur occasionnel. Le cocktail tabac plus contraception à base d'oestrogène de synthèse multiplie considérablement les risques, a des effets négatifs dès une cigarette par jour. Le risque lié au tabac s'annule si je fais du sport. Hop, je vais mettre fin au sondage. Donc, les personnes ont pas mal répondu et ils sont quand même bien informés sur cette thématique du tabac. Alors, pour 84%, donc, ont choisi « je fume beaucoup et régulièrement ». 16% a marqué que le tabac n'a pas d'effet lorsque je suis un fumeur occasionnel. Pour 85%, le cocktail tabac plus contraception à base d'oestrogène de synthèse multiplie considérablement les risques de maladies cardiovasculaires. Donc pour 86%, le tabac a des effets négatifs dès une cigarette par jour. Et pour 7%, le risque lié au tabac s'annule si je fais du sport. Merci à tous. Je vous félicite parce qu'effectivement, vous êtes tout à fait dans le vrai. Effectivement, le tabac augmente le risque même avec des petites quantités de tabac fumé. Et on a coutume de dire justement que le petit fumeur est déjà à risque. Bien sûr, le gros fumeur est beaucoup plus à risque. Mais à chaque fois que l'on fume une cigarette, c'est ce qui est figuré sur la diapositive, le tabac va favoriser le spasme de l'artère, donc le rétrécissement de l'artère. Éventuellement, il peut être déjà un peu encrassé ou pas, mais le tabac lui-même va favoriser ce rétrécissement, ce qui évidemment n'est pas favorable. Et en plus de cela, le tabac va favoriser la thrombose, c'est-à-dire la constitution des caillots sanguins dans l'artère. Le tabac est un très puissant thrombogène, donc va favoriser ces caillots. Alors si vous avez une artère qui est déjà un petit peu encrassée, qu'elle se rétrécit et qu'en plus on forme des caillots, vous avez beaucoup plus de risques que l'artère se bouche définitivement et donc de faire un infarctus prématuré, même si vos artères n'étaient pas très très malades, ou bien un accident vasculaire cérébral prématuré, même si là encore les artères n'étaient pas très malades. Ça explique que même pour des petits fumeurs ou des fumeurs modérés, on peut avoir des complications cardiovasculaires, moins fréquemment bien sûr que chez les très gros fumeurs, mais ça reste vrai. Et bien entendu, vous comprenez bien que même si par ailleurs vous faites du sport, ça ne va pas annuler ce problème-là. Le sport est par ailleurs protecteur sur le plan de l'athérosclérose, mais on ne va pas empêcher ces phénomènes liés au tabac. Et d'ailleurs, il y a un élément qui est assez important à préciser pour les sportifs cette fois. Quelquefois, les sportifs, évidemment, pendant l'effort physique, ils ne peuvent pas fumer. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Mais parfois, après la douche, pour se détendre, éventuellement en discutant avec les copains, ils allument une cigarette. Alors ça, c'est vraiment pas bon parce que après avoir fait un effort, il y a quand même des remaniements parfois au niveau de l'artère. Et si on allume la cigarette juste après l'effort, eh bien, on peut avoir justement l'une de ces complications qui surviennent, alors même qu'on vient de faire un effort physique qui est a priori présumé protecteur. Alors, on va aborder maintenant les spécificités des facteurs de risque chez la femme. Là, on a vu pour l'instant des facteurs de risque qui concernent toute la population. On va voir maintenant un petit peu les spécificités chez la femme.
Alors, je recommence par redire que l'âge de survenue des maladies cardiovasculaires principales, c'est à peu près 9 à 10 ans plus tard chez la femme par rapport à l'homme. Et là, on incrimine ou on évoque le rôle probablement protecteur des hormones féminines au moins jusqu'à la ménopause. Et finalement, ça se prolonge un petit peu sur les 10-15 ans qui suivent, ce qui fait que jusqu'à 60-65 ans, les femmes sont un peu moins à risque que les hommes. Ce n'est pas une protection complète, bien entendu, mais ça permet d'avoir quand même un peu plus de protection. Et puis, on évoque aussi le fait que jusqu'à une période récente tout au moins, les femmes avaient souvent un mode de vie plus sain, en tout cas notamment au niveau de l'alimentation, qui était souvent un peu plus sain, avec plus de fruits et légumes, etc., alors que les hommes avaient souvent une nourriture un petit peu plus traditionnelle, qui était moins protectrice sur le plan cardiovasculaire. Donc voilà un petit peu sur ce cadre général. Alors néanmoins, parmi les facteurs de risque un peu classiques, certains vont entraîner un surrisque plus important chez la femme. Autrement dit, une femme qui théoriquement est plutôt protégée, mettons vers 50-60 ans, eh bien, si elle est exposée à certains facteurs de risque, il va y avoir une augmentation disproportionnée du risque. C'est le cas du tabac, avec effectivement une association particulière à déconseiller, c'est l'association tabac et pilule classique, c'est-à-dire la pilule qui associe des estrogènes et des progestatifs, c'est la pilule classique, parce que quand les deux sont associés, comme les deux favorisent les caillots sanguins, là on peut avoir vraiment un caillot qui se forme dans une artère qui éventuellement n'est même pas malade. Et donc, de ce fait, on peut multiplier son risque d'infarctus par 10 et le risque d'accident vasculaire cérébral par 3 à peu près. Donc ça, c'est une association vraiment à déconseiller, en particulier à partir de 30 ans. Chez les toutes jeunes, à 20 ans, 25 ans, il faut reconnaître qu'on est quand même un peu invulnérable, il ne faut pas le dire trop souvent, mais c'est quand même exceptionnel qu'il y ait des problèmes qui se posent avant 30 ans. Mais à partir de 30 ans, eh bien, déjà, les artères ont un petit peu vieilli, pas beaucoup, mais un peu quand même. Et donc, à partir de 30-35 ans, il ne faut pas fumer si on prend une pilule estroprogestative, ou alors sinon, il faut prendre une autre pilule qui n'est pas estroprogestative. Le diabète, on en a parlé, donc en moyenne, on multiplie son risque par 2, mais chez les femmes, on multiplie par 3 le risque, alors que c'est que multiplié par 2 chez les hommes. Donc là aussi, on a coutume de dire que le diabète, pour les femmes qui le sont, eh bien, ça abolit un petit peu la protection des femmes vis-à-vis du risque cardiovasculaire. Et enfin, l'hypertension artérielle, qui est moins fréquente chez la femme adulte que chez l'homme, mais quand elle est présente, à ce moment-là, le risque cardiovasculaire va débuter pour des valeurs de pression artérielle plus basses. Classiquement, je vous l'ai montré sur une diapositive précédente, le niveau d'hypertension artérielle, c'est 14,9 ou 140-90 si on parle en millimètres de mercure, eh bien, parce que c'est le niveau à partir duquel vraiment le risque augmente beaucoup dans la population. Mais chez la femme, ça augmente plutôt à partir de 130-80. Donc, il faut être plus vigilant pour des femmes qui ont une pression artérielle limite, parce que si elles deviennent hypertendues, il va y avoir un risque qui va augmenter beaucoup plus vite. Donc voilà pour les facteurs de risque dits classiques. Et puis, il y a des facteurs de risque qui sont assez spécifiquement féminins. C'est ce que je vous ai mis un petit peu par la suite. Donc, le risque cardiovasculaire est augmenté pour certaines caractéristiques typiquement féminines. C'est notamment les femmes qui, étant jeunes, ont développé une puberté précoce. L'âge moyen de la puberté en France, ça doit être 12 ans ou 12 ans et demi. Eh bien, si on développe sa puberté, donc l'âge des premières règles, vers 10 ans, eh bien, ces femmes-là, plus tard, vont être plus à risque sur le plan cardiovasculaire. Et de la même façon, les femmes qui ont une ménopause précoce, c'est-à-dire avant 45 ans, ont également une augmentation du risque cardiovasculaire parce qu'elles perdent précocement, en quelque sorte, cette protection cardiovasculaire. Donc, ça augmente le risque cardiovasculaire. Il y a une autre pathologie qui est le syndrome des ovaires polykystiques, donc des ovaires qui ont des kystes. Ça représente à peu près 10% des femmes, donc c'est loin d'être négligeable. Eh bien, les femmes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques ont plus souvent des troubles métaboliques. On a parlé tout à l'heure des triglycérides, on a parlé du diabète. Ces facteurs-là sont plus fréquents chez les femmes qui ont des ovaires polykystiques, qui sont également un peu plus à risque de faire des problèmes cardiovasculaires. Et puis, il y a ce qui est lié à la grossesse. Donc, on a coutume de dire que la grossesse chez la femme, c'est naturel, c'est le cas, effectivement, et que ça ne comporte pas de surrisque. Mais quand la grossesse se complique, notamment d'hypertension pendant la grossesse, et puis à un degré supplémentaire, ce qu'on appelle la prééclampsie, où il y a de l'albumine dans les urines, parfois des œdèmes, etc., en fin de grossesse parfois, eh bien, ces caractéristiques, l'hypertension pendant la grossesse et la prééclampsie, vont augmenter le risque plus tard
d'avoir une hypertension permanente et aussi d'avoir un risque cardiovasculaire. De la même façon, quand pendant la grossesse, on développe un diabète, c'est très fréquent, hein, ça représente, je crois, à peu près 10% des femmes enceintes qui vont développer un diabète pendant la grossesse. En général, ça ne pose aucun problème pendant la grossesse elle-même. On donne des conseils diététiques, exceptionnellement des traitements, et puis les choses rentrent dans l'ordre et il n'y a pas de risque particulier pour la mère ni pour l'enfant. Par contre, par la suite, il y a un risque supplémentaire de devenir diabétique de façon permanente et là aussi d'avoir une maladie cardiovasculaire. À l'inverse, l'allaitement maternel semble protecteur. Quand on a allaité plus de 3 ou 4 mois, eh bien, il y a des facteurs qui probablement exercent un effet favorable sur la paroi des artères et au contraire, c'est plutôt protecteur sur le plan cardiovasculaire. Et puis pour ce qui concerne la contraception, donc on l'a déjà évoqué, donc la contraception classique, c'est-à-dire estroprogestative, parce que c'est celle qui est le plus souvent donnée chez les femmes jeunes notamment, parce que c'est la plus facile à prendre et la plus sûre sur le plan contraceptif, ça augmente un tout petit peu le risque d'hypertension et de maladie cardiovasculaire, surtout si on a plus de 35-40 ans et surtout si on est fumeur. Donc, chez les jeunes femmes, ça ne pose en gros pas de problème, mais à partir de 35-40 ans, il faut parfois réfléchir avec son médecin parce que si on a des facteurs de risque, et notamment le tabac, on va augmenter son risque cardiovasculaire. Et donc, le médecin et la femme elle-même, bien sûr, lorsqu'il a notion de ces facteurs spécifiquement féminins, ou lorsque la femme lui explique qu'il y a eu ces problèmes qui sont survenus pendant la grossesse, par exemple, ou pendant la vie génitale auparavant, eh bien, ça doit conduire à être plus attentif aux facteurs de risque cardiovasculaire, car très souvent, ces éléments-là vont être associés à un niveau de risque plus élevé, plus d'hypertension, plus de risque de diabète. Donc, en tout cas, il faut être plus attentif, plus vigilant, éventuellement faire des bilans plus fréquemment, et puis adopter une attitude préventive plus active, puisque beaucoup de ces facteurs sont accessibles, notamment au mode de vie. Par exemple, le diabète, je vous ai dit qu'il va être plus fréquent en cas de surpoids ou de sédentarité. Le fait d'adopter une attitude préventive plus active, c'est-à-dire d'avoir une alimentation saine et de l'activité physique régulière, vous avez moins de risques de devenir diabétique, même si vous avez eu, par exemple, un diabète gestationnel. Alors, dans les facteurs qui sont protecteurs, il y a donc l'activité physique. Donc effectivement, le fait de bouger, c'est protecteur. Et ce qui est recommandé, c'est ce qui est à l'écran, c'est-à-dire idéalement 30 minutes 5 jours par semaine si on fait une activité d'intensité modérée, comme la marche un peu rapide, le jogging ou le vélo, ou bien 20 minutes 3 jours par semaine si on fait une activité d'intensité élevée, c'est-à-dire vraiment du sport. Alors le jogging en fait partie, là j'aurais dû le mettre plutôt un petit peu dans cette catégorie-là, ou bien des sorties en vélo un petit peu intenses ou d'autres activités sportives un peu plus intenses. Et puis en même temps, il est bon d'associer à ces activités de type cardio des exercices de renforcement musculaire 2 fois par semaine parce que ça aide aussi à la lutte contre les maladies cardiovasculaires. Ceci étant, quelquefois, pour des raisons d'activité professionnelle ou familiale, on n'a pas le temps de faire tout ça. Alors de toute façon, un peu d'exercice, c'est toujours mieux que rien. Donc ça, il faut vraiment le répéter. Ce qui est le plus mauvais, c'est la sédentarité absolue. Donc si on ne peut pas faire absolument tous les 5 jours par semaine ou tous les 3 jours par semaine ce niveau d'activité, au minimum, il faut le faire une fois ou deux, c'est déjà bien. Et pour les enfants, c'est 60 minutes par jour pour toutes les activités physiques, c'est-à-dire que ce soit du sport ou bien l'activité physique comme le fait d'aller à l'école à pied, par exemple, ou de monter les escaliers. Tout ça, c'est des activités physiques qui sont à prendre en considération. Mais les enfants, pour faire leur potentiel, leur patrimoine cardiovasculaire, ils ont besoin de faire davantage d'activité physique. Ce que je représente ici, ça montre que, une diapositive qui est peut-être un petit peu compliquée à comprendre, mais vous avez ici le niveau d'activité physique, faible, modéré, intense, et puis ici, les bienfaits pour la santé. Vous voyez que quand vous passez d'un niveau faible en A à modéré en B, vous augmentez fortement le bénéfice pour la santé. Puis après, si vous continuez à faire de l'exercice de façon encore plus intense, vous continuez à augmenter vos bénéfices. Mais le plus important, c'est de passer d'un niveau sédentaire, pour ceux qui sont sédentaires, à un niveau au moins modéré. Après, ça augmente aussi les bénéfices, mais de façon un petit peu plus lente. Deuxième élément lié au mode de vie typiquement très favorable pour la santé, le mode de vie alimentaire. Et donc, vous avez ici des modèles alimentaires qui sont plutôt protecteurs. Vous retrouvez pas mal de fruits et des légumes, des épices, du poisson, des huiles végétales. Tous ces éléments-là sont protecteurs.
Et globalement, ce qui est représenté sur cette diapositive, ce sont les règles d'or d'une alimentation protectrice au plan cardiovasculaire. Je crois que je ne vais rien apprendre à la majorité d'entre vous. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que les fruits et légumes sont favorables. Alors idéalement, on préconise 5 portions de fruits et légumes par jour, chaque portion étant 30 grammes, c'est-à-dire à peu près l'équivalent d'un point. Donc ça peut être un petit fruit ou une petite portion de légumes. Donc dans une salade composée, par exemple, vous pouvez avoir 2 ou 3 portions de légumes, simplement parce que vous avez plusieurs légumes associés. Donc c'est bon, mais si vous n'en consommez pas, déjà le fait de passer à 2 portions de fruits et légumes par jour, ça va déjà apporter une protection très significative. Les huiles végétales, dans leur grande majorité, sauf l'huile de palme, sont des huiles protectrices, et en particulier l'huile d'olive et l'huile de colza, qui ont des éléments protecteurs supplémentaires. Les produits laitiers sont parfois un peu décriés, mais ils sont en fait riches en calcium, qui sont protecteurs sur le plan cardiovasculaire, donc il n'y a pas lieu de s'en priver, mais on évitera plutôt les produits laitiers gras comme le beurre, la crème, qui sont riches par contre en graisses saturées, qui vont par exemple augmenter le cholestérol. Parmi les viandes, il faut préférer la volaille parce qu'elle est plutôt protectrice alors que la viande rouge ne l'est pas. Je pourrais expliquer si vous le souhaitez. Donc la viande rouge, il faut le limiter. Ce n'est pas un interdit, bien entendu, mais on conseille à 1 ou 2 fois par semaine si possible, alors que le reste du temps, on peut compléter par le volaille, par le poisson. La quantité conseillée est de 2 fois par semaine, dont une portion de poisson gras, parce que les graisses du poisson sont protectrices. Il est conseillé de consommer des céréales, mais on conseille plutôt les céréales complètes parce que ça va moins vite augmenter le sucre dans le sang. Les noix et les légumineuses, donc les lentilles, les pois chiches, etc., sont protecteurs. En particulier, toutes les noix, les oléagineux sont protecteurs, donc 2-3 fois par semaine, c'est tout à fait bon pour la santé. Au contraire, le sel, c'est défavorable, ça augmente le risque d'hypertension, donc il faut limiter les aliments salés. Puis il y a une quantité de sel totale dans l'alimentation qui est moins de 6 grammes par jour, mais ça, il faut savoir un peu les équivalents. Donc je pourrais vous donner des repères. Mais déjà, le fait de limiter les aliments salés, c'est protecteur. Alors il ne faut pas manger trop sucré parce que quand on mange trop sucré, on a tendance à prendre du poids et donc à risquer les complications liées au poids comme le diabète. Donc il faut éviter les boissons sucrées, notamment chez les enfants. Le soda à table, les boissons sucrées, ça c'est tout à fait défavorable. Et puis, dans une certaine mesure, de limiter les produits sucrés, les desserts en excès. Ce n'est pas un interdit du tout, notamment quand on n'a pas de problème de poids, mais il faut le limiter si on a le choix, par exemple, le midi, entre des pâtisseries et puis des fruits, il vaut mieux privilégier les fruits. Alors, éventuellement, on ne va pas les détailler, mais il y a des menus relativement rapides. Ça, on avait fait ça avec nos diététiciennes l'année dernière, notamment pendant les périodes de confinement, parce qu'il y avait des gens qui étaient en télétravail et donc on voulait leur proposer des options de menus faciles à préparer, vous voyez, 10 minutes, 15 minutes pour préparer un menu assez facile et qui était bien équilibré. Donc je ne vais pas tous les détailler, mais je pense que Madame Bren, peut-être vous pourrez diffuser éventuellement ce diaporama et vous retrouverez éventuellement comme ça des recettes relativement simples à faire qui ne nécessitent pas d'être un grand cuisinier et qui pour autant vous proposent un menu relativement équilibré correspondant à ces règles d'or que je vous ai expliquées tout à l'heure. Alors, une des raisons, ça ne sort pas du chapeau, hein, si j'ose dire, le fait que l'alimentation de ce type soit protecteur, mais effectivement, l'alimentation qui correspond finalement à une alimentation de type méditerranéenne, ça explique aussi pourquoi dans les régions du pourtour méditerranéen et dans le sud de la France, il y a moins de maladies cardiovasculaires que dans le nord de la France ou dans le nord de l'Europe, c'est parce qu'on retrouve toutes ces caractéristiques de l'alimentation protectrice. Et ça a fait l'objet d'études très sérieuses, aussi sérieuses que pour les médicaments, donc des études où on a vraiment tiré au sort les individus entre une alimentation de type méditerranéen et une alimentation qui ne l'était pas. Et vous voyez sur la partie droite que les personnes qui suivaient l'alimentation de type méditerranéen, même s'ils avaient des facteurs de risque, en l'occurrence dans cette étude, il y avait pas mal de facteurs de risque comme le diabète, l'hypertension, etc., eh bien néanmoins, ceux qui suivaient l'alimentation de type méditerranéen, ils avaient 30% d'accidents cardiovasculaires en moins. Et on sait aussi que ça prévient, par exemple, des pathologies comme le diabète et peut-être aussi un effet favorable sur les facteurs cognitifs, donc le risque possible de démence. C'est moins bien démontré, mais il y a quelques arguments également. Donc vous voyez qu'adopter une alimentation de ce type, c'est effectivement très protecteur, en tout cas sur le plan cardiovasculaire de façon certaine et scientifiquement démontrée.
Ça, c'est pour vous montrer quelque chose qui fait relativement consensus dans la littérature scientifique. Vous avez en vert tout ce qui sont les aliments protecteurs qui apportent un bénéfice cardiovasculaire, individuellement ou de façon globale dans le cadre d'une alimentation saine. Et en rouge, tout ce qui est plutôt associé à une augmentation du risque. Et vous retrouvez, sans surprise, ce que je vous ai détaillé, les fruits, les légumes, les fruits oléagineux, le poisson, les huiles végétales, les céréales complètes, les légumineuses qui sont favorables. Les volailles et les œufs, c'est un peu intermédiaire, les produits laitiers également. Et puis au contraire, la viande rouge, les produits céréaliers raffinés, donc le sucre raffiné si vous voulez, la charcuterie, les viandes transformées, les produits riches en sel, les sucres augmentent plutôt le risque cardiovasculaire. Et c'est à partir de ce type de typologie alimentaire qu'a été constitué ce qu'on appelle le Nutri-Score. Donc le Nutri-Score, vous commencez à le voir sur beaucoup de produits alimentaires en grande surface. Et donc c'est ce score donc, qui a plusieurs lettres de A à E, avec une couleur correspondant à chacun. Alors, il a des critiques, mais globalement, il vous donne quand même une information très simple quand on n'a pas l'habitude de lire la composition des aliments. Globalement, vous pouvez être à peu près tranquille quand vous avez un produit qui est étiqueté A ou B. Ça veut dire que sur le plan de la santé globale, il est plutôt protecteur. Quand vous avez au contraire un aliment qui est D ou E, ça veut dire que sur la santé globale, il est plutôt défavorable. Ce n'est pas un interdit, vous pouvez en consommer si vous aimez cela, mais évidemment, si vous composez votre caddie essentiellement avec du D ou du E, c'est moins bon pour la santé que si vous avez du A et du B, donc il faut un peu faire des mélanges et privilégier plutôt le A et le B. Et vous voyez sur cette diapositive, ça peut concerner un petit peu tout. Par exemple, évidemment, les boissons, vous avez des boissons en A, l'eau, évidemment, il n'y a aucun problème, vous pouvez en consommer, au contraire, tant que vous voulez. Si vous allez au contraire vers des sodas très riches en sucre, vous allez plutôt avoir des étiquetages E ou D, selon la quantité de sucre qui sont compris. Si vous achetez des céréales pour vous-même ou pour vos enfants, eh bien de la même façon, vous avez les céréales qui sont étiquetées A parce qu'elles ont une composition qui est favorable avec les éléments que je vous ai cités tout à l'heure. Et puis au contraire, vous avez les aliments qui sont plutôt défavorables, qui vont être étiquetés E ou D. Bon, si vos enfants adorent ça, vous pouvez leur en proposer un petit peu, mais si vous pouvez mélanger ça ou alterner avec d'autres céréales, c'est plutôt une bonne chose quand même pour éviter d'être exclusivement avec ces aliments un peu défavorables. Voilà, j'arrive un peu à la conclusion. Donc, en guise de conclusion, vous aurez compris que les maladies cardiovasculaires, qui sont très fréquentes, sont également très largement accessibles aux mesures de prévention et que parmi ces mesures de prévention, le mode de vie constitue le moyen essentiel, notamment pour la prévention dite primaire, c'est-à-dire pour les gens qui n'ont pas eu d'accident cardiovasculaire. Et on retrouve là l'abstinence du tabac, un élément absolument essentiel, l'exercice quotidien et l'alimentation saine. Et effectivement, on y faisait allusion à la maîtrise du stress, qui est moins facile à obtenir parce que là, on a des personnalités qui sont éventuellement plus ou moins sensibles au stress, mais ça fait aussi partie des éléments qui sont à considérer. Et puis même quand on a fait un accident cardiovasculaire, donc je veux dire un infarctus, une artérite, un accident vasculaire cérébral, la prévention est encore absolument majeure avec ces mêmes recommandations, mais là, le plus souvent, sinon de façon systématique, il faut associer également des traitements médicamenteux sur la durée parce qu'il y a des critères de diminution des facteurs de risque qui sont très importants à considérer et qui, le plus souvent, nécessitent des traitements médicamenteux en plus du mode de vie. Je crois que c'était la dernière diapositive. Voilà, vous pouvez éventuellement, vous le reverrez sur le diaporama, il y a des sites qui vous permettent de calculer votre risque cardiovasculaire en fonction des facteurs de risque. Ils sont, là aussi, il y a des critiques toujours possibles, notamment l'évaluation du mode de vie est beaucoup plus difficile à schématiser sur ce genre de calcul. Donc, il faut toujours associer ou moduler avec la façon avec laquelle on vit soi-même. Si vous faites de l'exercice tous les jours et que vous mangez sainement, vous diminuez votre risque dans tous les cas, même si vous avez des facteurs de risque. Voilà, je vais peut-être passer là-dessus pour juste terminer sur un élément très important aussi que promeut la Fédération française de cardiologie. Alors ça, c'est malheureusement quand un accident survient. Alors j'imagine que je vous ai convaincu que vous allez avoir un mode de vie très sain, donc vous allez être beaucoup moins à risque de faire un problème cardiaque, mais vous êtes aussi des citoyens qui peuvent être témoins dans la vie de tous les jours d'arrêts cardiaques qui surviennent dans la rue, sur votre lieu de travail, etc. Et donc, il faut savoir effectuer ces gestes qui sauvent
qui sont les 3 gestes que je vais vous détailler, parce que quand on prend en charge de façon très prématurée, simplement parce qu'on est témoin d'un arrêt cardiaque, un sujet et qu'on prodigue ces gestes d'urgence, eh bien, on augmente de façon considérable le risque, les bénéfices et le fait que cette personne peut survivre sans complications, alors que si au contraire on assiste sans rien faire et qu'on attend plus de 5 ou 10 minutes, eh bien, il y aura des complications, notamment cérébrales, qui peuvent être irréversibles. Donc ces 3 gestes, vous les avez ici. Commencez par appeler le 15. Donc si on est plusieurs, il y en a un qui se prépose pour appeler au téléphone le 15 pour dire qu'il y a un arrêt cardiaque. Parallèlement, on commence immédiatement le massage cardiaque. Donc le massage cardiaque, vous l'avez ici figuré à l'écran, c'est au milieu du thorax. On appuie sur le sternum. Il vaut mieux évidemment être formé. Il y a plein de sites de la société civile, des secours civils, de la Croix-Rouge, qui peuvent vous former de façon simple. Il n'y a pas besoin de se former sur plusieurs jours. La formation qu'on appelle PSC1, c'est-à-dire la formation de base sur 2 ou 3 heures, suffit pour apprendre à faire un massage cardiaque et à utiliser le défibrillateur, qui est la 3e chose. Il y a de plus en plus de défibrillateurs automatiques dans les stades, dans les centres commerciaux. Donc là aussi, évidemment, il y a quelqu'un, si possible, va chercher le défibrillateur. Pendant ce temps-là, on continue à masser et le défibrillateur va tout vous dire de faire. Il va vous expliquer comment procéder et vous dire si vous devez appuyer sur la machine pour délivrer un choc électrique qui peut, avant même que le SAMU arrive, permettre au cœur de repartir s'il y a eu un arrêt cardiaque. Donc ces 3 gestes, appeler, masser, défibriller, sont 3 gestes qui peuvent considérablement changer le pronostic de la personne auprès duquel vous êtes témoin d'un arrêt cardiaque. Donc il ne faut pas hésiter à le faire très rapidement. 1 minute gagnée, c'est 10% de survie en plus. Donc, vous voyez, 10 minutes, vous pouvez gagner énormément de chances de survie et surtout de chances de survie sans complications cardiovasculaires. Alerter, masser, défibriller, voilà les 3 gestes qui peuvent sauver. Je vais arrêter là ma conférence, mais je suis tout à fait prêt à répondre à toutes les questions que vous souhaitez. Je vous laisse la parole, Élodie. Oui, alors il y a eu pas mal de questions. J'en ai sélectionné quelques-unes qui sont revenues un peu plus fréquemment. Donc tout d'abord, est-ce qu'il est possible de faire un infarctus ou un AVC sans problème de cholestérol? Oui, bien sûr, parce qu'on a vu qu'il y avait des facteurs de risque qui n'étaient pas le cholestérol ou l'hypertension. L'âge tout seul, ça peut suffire, l'hérédité aussi. Donc il y a une question de chance ou de malchance en l'occurrence. Donc oui, on peut quand même faire des infarctus à 65 ou 70 ans, simplement, qui sont liés à l'âge et une prédisposition génétique qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Donc ça peut arriver. Mais évidemment, plus les infarctus ou les accidents vasculaires cérébraux sont précoces avant 60 ans, plus ils sont liés à des facteurs de risque qu'on peut identifier. Dans la grande majorité des cas, avant 60 ans, il y a des facteurs de risque qu'on peut identifier. Il arrive qu'au-delà, comme ce sont des pathologies très fréquentes, ça peut arriver même sans facteur de risque clairement identifié. Merci. Au bout de combien de temps après l'arrêt du tabac, les risques disparaissent? Très vite. Très vite pour le risque cardiovasculaire. Moins vite pour les problèmes pulmonaires, qui ne sont pas mon sujet de ce soir. Mais sur le plan cardiovasculaire, comme vous supprimez tout de suite un facteur qui spasme l'artère et favorise les caillots, eh bien, en quelques semaines, vous diminuez beaucoup votre risque cardiovasculaire. Et on a coutume de dire qu'au bout de 3 ans, le risque d'un sujet qui est sevré du tabac rejoint le risque des non-fumeurs, surtout si ça s'est fait avant l'âge de 40 ans. Après l'âge de 40 ans, il y a des remaniements qui ont été aussi favorisés par le tabac, parce que le tabac va favoriser aussi les dépôts dans les artères, et donc le risque diminue dans tous les cas, mais un petit peu moins de façon totale. Mais en tout cas, ça diminue très vite à l'arrêt du tabac. Merci. Alors, autre question sur le tabac. Il y a quelqu'un qui demande si la cigarette électronique encrasse aussi les artères. Alors, beaucoup moins, ça c'est une certitude. Donc, un sujet fumeur qui veut se sevrer et qui ne voit pas d'autre solution pour des raisons il a besoin de sucer quelque chose, quoi, en quelque sorte, et qui a besoin de passer à la cigarette électronique, on dit d'accord. Par contre, il faut complètement arrêter de fumer, la vraie cigarette, et puis, si possible, mettre aussi dans la perspective la possibilité de se sevrer de la cigarette électronique plus tard. Parce que la cigarette électronique qui va vous permettre de vous sevrer du tabac, c'est une cigarette qui contient de la nicotine. Mais par contre, elle n'a pas tous les produits de la combustion liés au tabac. Et c'est ça qui est particulièrement dangereux. Donc la cigarette électronique, c'est moins à risque. Par contre, évidemment, on ne conseille pas, surtout chez les sujets jeunes, de commencer par la cigarette électronique.
Et là, il y a un risque parce qu'évidemment, il y a des fabricants de cigarettes électroniques qui essayent un peu de populariser en disant c'est pas très grave, c'est pas dangereux, vous avez des tas d'arômes, la framboise, tout ce que vous voulez. Et donc, éventuellement, ça peut être un mode d'entrée dans le tabagisme pour les plus jeunes. Alors là, c'est particulièrement mauvais. Mais chez un sujet de 45 ans qui ne voit pas d'autre issue pour se sevrer que la cigarette électronique, allons-y, feu vert pour la cigarette électronique, à condition de se sevrer complètement du tabac, vous diminuez considérablement votre risque cardiovasculaire. On ne sait pas tout avec la cigarette électronique. Et évidemment, c'est un peu de chimie et donc il y a probablement des facteurs qui ne sont pas totalement sains, mais le risque diminue de façon certaine. Merci. Alors, dans quelle mesure des artères encrassées peuvent-elles être désencrassées? Alors, il y a une façon un peu radicale de désencrasser une artère, c'est de la déboucher avec un ballonnet et donc de mettre un petit endoprothèse, donc un petit stent dans l'artère. Ça, c'est ce qu'on fait quand il y a un infarctus, par exemple. Et puis maintenant, même au niveau vasculaire cérébral, c'est des choses un peu similaires que l'on fait. Donc, mais ça, c'est uniquement sur un endroit donné qui a souffert avec une artère qui s'est bouchée. On ne peut pas déboucher toutes les artères de la même façon. Donc, sur les autres morceaux de l'artère qui sont encrassés, mais qui ne s'est pas bouché, à ce moment-là, ça relève effectivement de la lutte contre les facteurs de risque, et donc c'est-à-dire le mode de vie et les médicaments, parce que là, en ce moment-là, quand les artères sont encrassées, il faut donner des médicaments, et en particulier les médicaments contre le cholestérol, qui ont parfois mauvaise presse, mais en l'occurrence, qui sont les médicaments qui marchent le mieux pour limiter le risque d'accumulation de ces dépôts dans les artères. C'est ceux-là qui vont agir le mieux. On ne peut pas pour autant supprimer des dépôts qui sont anciens, mais on peut empêcher la progression de ces dépôts jusqu'à un niveau de rétrécissement qui peut être critique et créer des problèmes. Donc, on peut effectivement stabiliser le processus, et c'est ce qu'on veut quand il n'y a pas eu encore de symptômes. Donc voilà, c'est essentiellement par la lutte contre les facteurs de risque, et ce sont ceux que je vous ai dit, mode de vie et en général médicaments s'il y a des artères encrassées. Merci. J'ai une dame qui avait demandé, est-ce que la tachycardie augmente-t-elle le risque de maladie cardiovasculaire? Alors la tachycardie, c'est un peu différent parce que ce n'est pas forcément lié à une maladie des artères. Ça peut être simplement un petit cours, enfin, entre guillemets, une petite anomalie électrique qui se passe dans le cœur et qui n'est pas forcément liée à des problèmes d'artères. Donc, il y a différentes sortes de tachycardie. Là, c'est un peu compliqué de vous l'exposer Ouais. parce qu'il faudrait tout détailler et faire un petit cours de cardiologie. C'est sûr que si on fait de la tachycardie par paroxysme, donc de temps en temps, il faut consulter son médecin d'abord et souvent un cardiologue. Et là, il vous dira si cette tachycardie est vraiment dangereuse, augmente le risque de défaillance du cœur, ou bien si finalement c'est quelque chose de relativement banal, ou si ça nécessite ou pas un traitement médicamenteux, ou même certains traitements. Il peut y avoir des traitements un peu radicaux où on supprime le petit problème électrique qui se pose et on guérit comme ça la tachycardie. Donc, il y a vraiment toutes sortes de tachycardie. C'est un peu difficile, sans avoir de précision sur le type de tachycardie, de pouvoir donner une réponse univoque. Merci. Après, j'ai plusieurs personnes qui m'ont posé la question. J'ai un de mes grands-parents qui est décédé d'une maladie cardiovasculaire. Je suis pas forcément, enfin, mon médecin ne m'oriente pas forcément vers un cardiologue. Est-ce que je dois m'en inquiéter ou pas? Si un des grands-parents est décédé d'une maladie cardiovasculaire, AVC ou ce genre de choses. Alors, je dirais que tout dépend de l'âge. Plus le problème est survenu tôt, donc en gros avant 60 ans, et D'accord. plus c'est un proche qui est très proche de vous, c'est-à-dire par exemple les parents ou les frères et sœurs, plus ça a D'accord. de la signification. Plus on est au deuxième ou au troisième degré, les grands-parents c'est du deuxième degré déjà, hein, plus le risque est un peu plus incertain. Parce que, entre-temps, il n'est pas certain que les grands-parents aient transmis les mêmes gènes aux parents et qu'ensuite on les ait transmis à soi-même. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais effectivement, si dans la famille du grand-père, tout le monde fait des infarctus à 50 ans, quand même, il faut être un petit peu prudent parce que son père a peut-être 55-60 ans, il va peut-être lui-même faire un problème un peu plus tardivement. Donc, ça doit nécessiter de faire un peu attention et donc de discuter avec son médecin. Qu'est-ce que je peux avoir comme facteur de risque cardiovasculaire? C'est encore mieux si on sait quel facteur de risque était présent chez le grand-père, parce qu'évidemment, ce qui est intéressant, si le grand-père a fait son infarctus à 50 ans, c'est de savoir si lui-même, il avait des facteurs de risque. Et puis, on voit quelquefois qu'en fait, le grand-père, oui, mais à 50 ans, il était gros fumeur, il mangeait fort mal, voilà, et donc finalement, ça expliquait peut-être un peu les choses, alors que soi-même, on n'a pas ces facteurs de risque liés à l'environnement, donc ce risque est moindre. Donc, c'est en fonction de tous ces éléments-là qu'on va pouvoir dire.
Et puis à l'inverse, si le problème d'infarctus est survenu à 90 ans, ben non, là on ne va pas trop en tenir compte parce qu'à 90 ans, malheureusement, tous ces problèmes peuvent survenir même sans avoir de facteur de risque particulier. Merci. Alors là, j'ai une question que je trouvais intéressante. Peut-on utiliser l'aspirine pour fluidifier le sang par prévention ou en cas de crise? Alors, on utilise l'aspirine à faible dose, c'est-à-dire 75 mg, donc c'est des doses qui ne sont pas antalgiques. On l'utilise de façon systématique chez les sujets qui ont fait un accident cardiaque de type infarctus ou un accident vasculaire cérébral lié à une artère qui s'est bouchée. Pas l'accident hémorragique, bien sûr, puisque précisément l'aspirine fluidifie le sang et son seul risque, c'est d'augmenter le risque de saignement. Donc on ne le donne pas à quelqu'un qui a saigné naturellement. Donc on le donne de façon systématique en prévention dite secondaire quand on a fait un accident. Et la question s'est posée et a été longtemps débattue en prévention primaire chez quelqu'un qui n'a jamais fait d'accident. Et le consensus général, c'est que dans la très grande majorité des cas, on ne donne pas d'aspirine en prévention pure parce que les inconvénients, le risque de saignement, l'emportent sur les bénéfices qui sont effectivement de protéger un petit peu les artères de se boucher. Donc, dans la grande majorité des cas, c'est non en prévention, oui quand la maladie est présente. Il y a quelques cas intermédiaires quand on sait que pour des raisons un peu compliquées, les artères sont très malades, alors même qu'il n'y a pas eu d'accident, eh bien, où elles sont vraiment malades, on peut être amené à proposer quand même de l'aspirine parce que ça se rapproche un petit peu du patient qui a déjà fait un accident cardiaque. Mais globalement, on peut dire après l'accident, toujours, avant l'accident, a priori pas. Merci beaucoup. Je pense qu'on va essayer de conclure quand même parce qu'on a un petit peu dépassé le temps. Pour terminer ce webinaire, voilà, il y a pas mal de gens qui se posent des questions s'ils ont des facteurs de risque. Donc, c'est bien, ça éveille un petit peu votre curiosité. Alors, faut pas avoir peur non plus, c'est de la prévention. Donc, nous, ce qu'on voulait faire, voilà, c'est vous passer ces messages de prévention, agir sur l'alimentation, sur l'activité physique, c'est vraiment important, sur le tabac. Il ne faut pas non plus voir tout noir. Après, si vous avez des questions, moi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est quand même voilà, voir votre médecin traitant et en parler. Et puis après, voir s'il y a besoin de voir aussi un cardiologue. Docteur Payer, je ne sais pas si vous voulez compléter mes propos. Non, non, tout à fait. Effectivement, le message principal, c'est ces maladies sont très accessibles à la prévention et en particulier par le mode de vie. Donc vraiment, on a toutes les possibilités. Je dirais que c'est une chance dans le domaine cardiovasculaire par rapport à d'autres pathologies également très prévalentes dans la population, que sont les cancers ou les maladies neurodégénératives. On n'a pas tellement de moyens de prévention. Certes, le tabac qui joue aussi sur la prévention de beaucoup de cancers, mais globalement, on a moins de prévention. Tandis que dans le domaine de la maladie cardiovasculaire, on peut le faire de façon très large, soit par le mode de vie tout simplement, et puis parfois aussi, chez l'adulte notamment, il faut mesurer ces facteurs de risque, parce que si on voit qu'il y a un facteur de risque qui dépasse un petit peu, ben on peut en discuter avec son médecin et le corriger de façon assez simple également. La majorité de ces facteurs de risque sont tout à fait corrigibles, et donc on peut diminuer son risque. Donc il n'y a pas du tout lieu de paniquer, il faut simplement en avoir conscience, et quand on est un petit peu à risque, essayer de le prévenir par ces moyens de dépistage et par le mode de vie. Donc, on peut tout à fait le faire de façon simple et en reparler avec son médecin. C'est la meilleure façon, effectivement, de prévenir les accidents plus tard. Eh ben, merci beaucoup, Docteur Payard, pour ces échanges riches et puis tout ce que vous nous avez raconté en termes de prévention. J'espère qu'en tout cas, ce webinaire a été utile et compréhensible. Je pense que oui, Monsieur Payard a été très pédagogue. Donc, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. À la fin de ce webinaire, du coup, quand je vais quitter la page, vous allez avoir un test de satisfaction. Donc, n'hésitez pas à le remplir. C'est important aussi pour nous de savoir qu'est-ce qui vous a plu ou pas plu, justement, et quelles sont les choses qu'on pourrait améliorer. Merci à tous. Je reprendrai les questions et je verrai si on peut y répondre plus tard. En tout cas, elles ne sont pas perdues. Je les ai bien là sur le webinaire. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Encore merci au docteur Payard et puis à Fabienne pour son introduction. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et surtout prenez soin de vous et écoutez-vous aussi en tant que femme sur voilà, les symptômes qui peuvent aussi être annonceurs de quelque chose. Donc, prenez soin de vous et une très belle soirée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, docteur Payard. Merci. Merci beaucoup de votre accueil et bonne continuation pour vos actions de prévention. Et au plaisir, si jamais il y avait vraiment nécessité
de répondre à des questions qui reviennent trop souvent. Éventuellement, vous m'envoyez un mail et puis voilà, je ne pourrai pas répondre à 50 questions, mais s'il y en a qui reviennent de façon systématique, je ferai une petite réponse. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup en tout cas et une bonne soirée. Je Au vous en revoir. prie. Merci Au à revoir. vous. Merci.